Bonjour à toutes et à tous. Tout crêpier qui se respecte s'est un jour demandé s'il avait vraiment le droit d'utiliser un roselle en bois pour tourner ses crêpes. Il s'est aussi demandé s'il pouvait utiliser un tampon graisseur artisanal. Et à la question de la date sur le petit pot de caramel au beurre salé qu'il vend à ses clients, il n'est pas forcément très clair. Alors pour répondre à toutes ces questions, je suis parti à Lyon pour rencontrer un laboratoire d'hygiène qui va nous donner ses réponses et je peux vous assurer que c'est extrêmement intéressant. Je vous souhaite une bonne dégustation. Céline, Leslie, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Merci à vous. Pour ceux qui ont suivi la chaîne YouTube la semaine dernière, on vous connaît déjà puisque nous sommes chez LHL à Lyon et on va parler aujourd'hui de l'hygiène en crêperie. Est-ce que vous pourriez juste nous dire en une phrase ce que fait LHL ? Alors le laboratoire, il réalise des audits de conseil dans les métiers de bouche en hygiène alimentaire. Mais c'est parfait, ça me semble très clair. J'ai des questions très précises à vous poser qui concernent vraiment tous les crêpiers, quel que soit leur mode d'exercice. Ils peuvent être en restauration, ils peuvent être en food truck, en événementiel, sur les marchés forains. Donc on a un ensemble de questions pour lesquelles on a déjà des réponses. Et puis il y a aussi un certain nombre de mythes sur les choses qui sont autorisées, qui sont interdites. Je pense au bois, je pense à pas mal de choses. Donc je vais vous poser des questions, vraiment zoomer crêperie. Et j'attends des réponses qui vont, je pense, soit en soulager certains, soit en inquiéter certains. Première question sur la réalisation de la pâte à crêpes. Peut-on réaliser la pâte à crêpes ou à galette, c'est pas très important, en dehors d'une cuisine professionnelle ou bien d'un laboratoire? Je pense à ceux qui font de l'événementiel, je pense aux food trucks et je pense aussi à ceux qui proposent des crêpes et des galettes sur les marchés, qui vont le matin fabriquer cette pâte sur place, sur le marché. Est-ce que c'est possible ou pas? Oui, déjà oui, c'est possible. Il faut respecter certaines normes d'hygiène. Par exemple, pour le food truck, que le mini food truck soit aux normes de la cuisine, donc mur, sol, plafond soit lisse et lessivable, qu'on ait bien le lave-main, les tours réfrigérés. D'accord. Tout pour bien conserver les ingrédients à bonne température. Après, pour tout ce qui va être petit stand, il peut y avoir des petits stands en dehors de food truck, par exemple dans les marchés, avoir un petit lave-main portatif. Toujours, le lave-main c'est vraiment très important. Un tour réfrigéré, c'est vraiment important, ou tout autre système qui permet toujours de garder les denrées alimentaires à bonne température. Et après, tous les autocontrôles aussi dont on avait parlé la semaine dernière ensemble. D'accord. C'est quand même un... Donc là, on va rappeler, conserver les étiquettes, garder les relais température. En fait, il faut se dire que c'est une externalisation de la cuisine. Donc vraiment se dire, je transporte ma cuisine à l'extérieur et j'essaye de respecter au maximum toutes les normes d'hygiène qui sont dans un laboratoire. Il faut vraiment se dire ça. Donc les températures, vraiment que les denrées soient à bonne température que l'ensemble, les appareils, les plans de travail soient le plus propre possible. D'accord. Qu'on ait bien des désinfectants de surface. Voilà, c'est vraiment se dire, on externalise la cuisine. Alors, merci pour cette bonne nouvelle. Donc là, un certain nombre de crêpiers vont être rassurés. Ils ont le droit donc de faire cette pâte ailleurs que dans un laboratoire ou une cuisine professionnelle. J'ai une question maintenant sur la conservation des pâtons. Donc, quand on fait un pâton, on va préparer une pâte qui va être un petit peu plus épaisse pour permettre, dans le cas du sarrasin, une fermentation plus rapide, mais également dans le cas de la pâte à la farine de blé, de prendre moins de place, tout simplement, dans les réfrigérateurs. Quelle est la température de conservation d'un pâton pour une crêperie? Ça va être entre 0 et 4 degrés. Dans tous les cas, en fait, tout ce qui va être alimentaire, comme ça va être entre 0 et 4 degrés maximum. Et question supplémentaire, et néanmoins fort importante, quelle est la durée de conservation de ces pâtons? Celle de sarrasin, on estime qu'il faut la conserver moins, c'est à peu près 24 heures. En fait, tout ce que vous préparez, ça va être 3 jours maximum d'un point de vue légal. Par contre, nous, on préconise, la réglementation préconise de garder la pâte avec farine de sarrasin moins longtemps, car le fait qu'il n'y ait pas de gluten, ça permet aux nutriments d'être un peu plus libres et du coup d'être
propice à la détérioration microbiologique en fait. D'accord. Voilà. Alors concrètement, donc pardonnez-moi, on était sur 24 heures pour le sarrasin ? Oui. 24 heures. Donc Oui. je prépare ma pâte dimanche soir, lundi soir au plus tard, il faut qu'elle ait été utilisée. Voilà. Ok. Si on veut la garder plus Oui. longtemps, on peut, mais il faudra faire valider par une analyse microbiologique. Donc D'accord. se dire, bon bah je fais passer un laboratoire ou j'emmène mon pâton à un laboratoire d'hygiène alimentaire ou d'études en fait, qui va permettre d'analyser la pâte et dire bon bah oui, dans les conditions actuelles, même mode de préparation et même mode de conservation, je peux garder 48 heures ou 72 heures ma pâte. Et a-t-on un maximum ? 72 heures. Après, pareil, si on veut garder au-delà de 72 heures, on peut faire des tests de vieillissement. Mais il est D'accord. quand même fortement recommandé de garder 72 heures pour Ouais. la pâte crue. Et pour la farine de blé, quelle est en sachant qu'on a des œufs à l'intérieur, est-ce que ça change quelque chose ? Alors, avant cuisson, ça sera 24 heures maximum, parce que comme on met de l'œuf cru, il ne faut pas garder plus longtemps la pâte. D'accord. Si vous utilisez des œufs pasteurisés en bouteille, là vous pouvez aller jusqu'à 48 heures, et de la même façon que pour la farine de froment, il faudra faire des analyses et pareil, ne pas aller au-delà de 3 jours. D'accord. Voilà, 72 heures. Donc, pour le sarrasin, c'est 24 heures maximum, sauf si test qui montre qu'on peut la conserver plus longtemps après étude en laboratoire. Et pour le froment, donc c'est 24 heures avec des œufs coquilles, Voilà. 48 heures à 72 heures avec des ovoproduits, Oui, voilà. C'est ça, tout à fait. mais en aucun cas plus de 72 heures, Sauf test de vieillissement. sauf test de vieillissement. Voilà. D'accord. Mais la préconisation, comme dit Céline, c'est vraiment 3 jours maximum. Après, là, nous, on parle surtout d'un point de vue microbiologique. Le point de vue organoleptique, donc la couleur, la densité, l'aspect un peu grumeau, peut être détérioré après au bout de 72 heures, en fait. Donc c'est pour ça que la préconisation, ça va être 72 heures maximum à chaque fois. Maintenant, je vais vous poser une question sur la pâte qui a été sortie du réfrigérateur et qui sert notamment lors d'une animation. Donc on va se mettre dans la situation d'être en Bretagne, c'est l'été, il y a une grande fête avec des groupes de rock et puis un stand de crêpes. Et on a un cul de poule avec de la pâte à l'intérieur. Moi, j'aimerais savoir si cette pâte, elle peut rester à l'extérieur du réfrigérateur et si oui, combien de temps ? Alors réglementairement, la pâte doit être remise après chaque utilisation au frigo entre 0 et 4 degrés. D'accord. On a constaté qu'il y avait des tolérances. Entre 0 et 10 degrés, on a le droit d'utiliser la pâte, à condition après qu'on puisse la remettre au frigo et on peut le réutiliser à plusieurs D'accord, reprises. très bien. Au-delà de 10, il y a une tolérance d'utilisation d'1 heure, mais cette portion-là doit être après jetée. D'accord. Voilà. Bon, bah, je pense que ça, c'est une information importante, puisqu'on se pose toujours la question, moi le premier, combien de temps puis-je conserver cette pâte qui a été sortie du réfrigérateur ? Voilà, nous sommes... En même temps, je trouve que c'est assez rassurant, parce que j'avais peur que ça soit un peu plus contraignant. Donc, la tolérance, parfois, a du bon. On voit souvent dans les événements des petites bouteilles d'eau qui ont été congelées et qui ont été plongées dans la pâte. Est-ce que c'est une solution qui est acceptable ou pas pour vous en matière d'hygiène alimentaire ? En fait, La réponse est non. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, vous ne savez pas comment me le dire. C'est que, en fait, une bouteille d'eau, elle a pu être contaminée en amont et de la mettre dans une pâte à crêpes, il y a un risque de contamination. C'est pas D'accord. quelque chose qui évite tout risque. À la rigueur, si vraiment c'est un moyen de refroidir, on peut faire un bain de marie d'eau glacée. C'est plutôt de mettre un bac gastro avec des glaçons. D'accord, Et ok. de mettre le cul de poule dans ça sera un bain d'eau marie glacée, mais pas la bouteille dans la crêpe. Bon, bah, la réponse est très claire. Oui. Je voudrais vous montrer cette petite chose. Magnifique. Vous savez ce que c'est ? Je pense que c'est un gant, C'est un gant. mais je ne suis pas sûre. C'est pour, Et j'aimerais savoir s'il faut ou pas porter des gants lorsqu'on fait les crêpes. Alors, c'est pareil en fait, on préfère des mains propres que des gants sales, et à l'inverse, on préfère des gants propres que des mains sales. Donc, on va dire qu'il n'y a pas de réglementation à proprement parler sur le port du gant, doit être utilisé de façon hygiénique. Donc, changer de façon régulière.
Si vous avez touché de la monnaie, par exemple avec votre gant, à jeter directement. Si vous avez cassé des œufs coquilles avec vos gants, les jeter directement, car la coquille est porteur des fois de Escherichia coli, donc matière fécale animale. D'accord. Donc voilà, c'est vrai qu'on va demander à ce que le gant soit changé très régulièrement. De la même façon, avant de mettre un gant, bien se laver les mains, parce que lorsqu'on a des mains sales et qu'on vient mettre les gants, si les mains sont sales, le gant va être sale ensuite. Donc le port du gant reste une bonne idée, à condition qu'il soit changé régulièrement. Après, on va dire que le seul risque du port de gants, de ce que j'ai constaté au fur et à mesure des audits, c'est que la personne pense être protégée et n'aura pas le même réflexe de se nettoyer les mains que s'il n'avait pas de gants et qu'il lave les mains. C'est le risque pour moi du gant. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est pas ce que je recommande finalement. Je pense que oui, c'est plus peut-être rassurant pour les clients qui vont venir consommer le voyant. Pour les clients, bien sûr. À la rigueur, ça je suis d'accord, mais c'est vrai que finalement, je me rends compte que souvent dans leur tête, c'est une double protection et ils sont protégés, alors que comme l'expliquait Leslie, c'est pas pour autant que si on touche la monnaie, on casse les œufs, il faut pas changer les gants. Alors que quand on se lave les mains, on aura plus tendance à se laver les mains. Et est-ce qu'on peut se laver les mains avec les gants? Est-ce qu'on peut laver des gants? Non, je vous pose la question. Non, je pense pas que ça soit c'est pas la bonne solution. Non. Ça se fait, mais c'est pas la bonne Il solution. faut changer les gants à quelle fréquence? Comme on vous dit, aussi souvent que nécessaire. Il n'y a pas vraiment de fréquence. Elle est jolie cette réponse. J'en fais quoi moi de ça? Aussi souvent que nécessaire? Non, mais toutes les heures déjà, c'est un minimum. C'est toutes les heures par exemple. Toutes les heures, c'est un minimum. D'accord, donc c'est bien de changer les gants toutes les heures. Voilà, sans oublier par exemple, si au bout de 10 minutes on a touché de la monnaie ou on a cassé quelque chose, il faut changer les gants. Il ne faut pas se dire, tiens, toutes les heures, ça veut dire que. Il faut oublier qu'après, c'est selon le. Donc toutes les heures au minimum. Voilà, exactement. Minimum. Bon. Et après, par contre, moi j'ai constaté autre chose d'un point de vue sécurité, le gant fond à la chaleur, donc il faut faire aussi très attention à ça. Donc c'est vrai que si on. Enfin, je préfère des mains propres, personnellement. Okay. Mais c'est de la préférence. Bon, là, je pense que la réponse est très claire. On va continuer notre petit jeu. Je vous montre donc ceci qui est une spatule en bois, une spatule traditionnelle, je précise, pas une spatule en inox. Vous comprenez là où je veux en venir. Oui. Mais a-t-on le droit d'utiliser un ustensile de cuisine qui est en bois en 2023 ? Dans la réglementation, le bois est interdit puisqu'il n'est pas facilement nettoyable. Après, effectivement, il y a la tolérance du bois, de la spatule, du moment que ça reste un matériel qui reste un peu lisse. Si non poreux. Voilà. Non poreux. Non poreux. Facilement lessivable, se fait désinfecter de façon facile aussi, sans petite écharde, donc intègre. Voilà, il y a vraiment une tolérance sur le matériel, mais il faut vraiment qu'il soit un état irréprochable. Donc ça, c'est important. Donc il y a une tolérance sur un matériel qui est parfaitement entretenu, qui est en état quasi neuf. C'est ça. C'est ça, avec aucune marque de... souvent, la spatule, elle peut être un petit peu brûlée, elle peut avoir des traces d'eau si elle est laissée dans la plonge, par exemple. Donc ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que la tolérance ne s'exerce que si le matériel est en parfait état. Tout à fait. Et c'est vraiment une tolérance. Oui, parce que le bois est interdit. Après, on peut se cibler plus sur du bois non poreux, comme il y avait le bois d'érable, le bois de hêtre, qui va être plus intéressant à utiliser parce que c'est moins poreux. Donc c'est déjà un bois à choisir en fonction, mais effectivement, ça restera une tolérance. Après, ça sera toujours du bon sens. Il faut que ça soit nettoyé, pas abîmé. On continue le petit jeu. Ceci est un roselle. Donc ça, c'est le nom breton. On appelle ça un râteau ou bien un répartiteur, et certains disent également un épandeur. C'est Darty qui le dit. D'accord. C'est du hêtre ou du buis. D'accord. C'est intéressant que vous ayez parlé du hêtre à l'instant. On est vraiment dans ce type dans ce cas de figure. Est-ce que c'est la même chose que pour les spatules? Oui, c'est exactement pareil. Ok, d'accord. Dernier ustensile. Le tampon. Le tampon, vous reconnaissez, c'est bien, vous avez souvent crêperie, ça me fait plaisir. Le tampon graisseur. Donc ça, c'est un tampon graisseur artisanal. Il y a la même version qui existe du fabricant avec des tissus, des feutres, une petite zone qui permet de nettoyer avec du feutre. Là, c'est un tampon graisseur avec du coton. Ma question, est-ce autorisé, interdit ou toléré? C'est toléré. D'accord. Oui. En fait, partons du principe qu'en hygiène, tout doit être lisse et lessivable. Ouais. Tout ce qui va être non lisse sera toléré.
Donc le tampon graisseur, il doit être pareillement que les autres ustensiles, intègre, propre, non brûlé, pas de petits fils qui dépassent pour éviter les corps étrangers, pas de morceaux de denrées alimentaires pouvant rester collés pour éviter le risque microbiologique. Donc vraiment une grosse tolérance là-dessus. C'est vraiment, en fait, ça va être le corps du métier. C'est quand même éthiquement parlant, la galette, etc. C'est très français. Donc du coup, il y a des petites choses. Faut pas toucher, on va dire. Donc ça va être cette tolérance-là. Donc vous êtes en train de me dire que ça fait partie du patrimoine culinaire et que pour l'instant, l'Union européenne n'a toujours pas trouvé de moyen de nous dessaisir du tampon graisseur. Exactement. Question supplémentaire, le bac, alors ça va, j'ai pas amené un bac à eau non plus. Hein. On attend ça. Mais imaginez un bac à eau en inox, à quelle fréquence je dois changer l'eau du bac à eau? Alors déjà au minimum une fois par jour. Ok. Ça c'est sûr. Après ça sera toujours pareil selon l'utilisation. Hein. Si vous faites 2 crêpes dans la journée, ce que je souhaite pas à personne, mais vous allez beaucoup moins la changer. Mais ça sera toujours une fois par jour et après ça va dépendre de si elle se salit vite, si elle stagne trop longtemps. Donc c'est toujours tout dans le critère d'utilisation et des risques de contamination. Donc, autant que de besoin. Enfin, dès que c'est... on voit bien, hein, c'est une question que je vous pose, mais quand vous faites des crêpes, vous avez bien compris quand c'est sale et quand c'est propre. Donc, ok. Mais il n'y a pas une obligation qui est de dire, j'en sais rien, toutes les 25 minutes, il faut changer l'eau. Non, alors après c'est pareil, là ça va être le côté microbiologie qui va ressortir encore. Si à un moment vous faites de la galette de sarrasin et derrière vous faites de la galette des crêpes, etc., enfin voilà, j'ai pas le dialecte, il faudra quand même changer l'eau parce que ça va être 2 matières complètement différentes. Donc ça j'y avais pas pensé. Parce que si vous avez une denrée alimentaire avec des œufs, l'autre qui n'y en a pas, vous pouvez faire une contamination croisée aussi. Donc le mieux c'est d'avoir 2 bacs séparés pour vos 2 types de pâtes déjà et après changer aussi souvent que nécessaire. Donc ça c'est la bonne pratique, c'est très intéressant, ça c'est une chose que j'apprends, je n'y avais jamais songé, donc merci Leslie d'avoir attiré notre attention sur ça. C'est effectivement, ça tombe sous le sens, hein. On parle de contamination croisée, on est à fond là-dedans. Hein. D'un point de vue risque allergène aussi, parce que quelqu'un qui est allergique aux œufs peut être indirectement contaminé, donc il faut faire attention à ça. Je vais aller un peu plus loin. Mais vous savez, avec le même tampon graisseur, on fait des galettes, des crêpes, et on fait du sucré et du salé. Moi, j'ai pas 4 tampons graisseurs. Donc ça veut dire que Non, je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout du raisonnement. Si je comprends bien, il faudrait que j'ai un tampon graisseur pour le salé, sarrasin, un tampon graisseur pour le salé, froment, un tampon graisseur pour le sucré, sarrasin, et un tampon graisseur pour le sucré... C'est ça en fait? Alors, moi, je partirais sur les allergènes majeurs, au moins. Donc, je prendrais plus un tampon pour les sarrasins et un tampon pour le froment. D'accord. Parce que du coup, on a une recette avec des œufs, une recette sans œufs. Donc, quelqu'un qui est allergique aux œufs, déjà, va pas pouvoir manger la galette qui aura été touchée avec le tampon graisseur. Après, quand on ajoute du sucre ou du sel, va pas y avoir grande différence dans tous les cas au niveau de la recette. Mais pour aller dans votre sens, on a d'un côté du gluten avec la farine de blé, c'est vrai. Et pas de gluten côté sarrasin. Du coup, je vais jusqu'au bout des choses, ça se justifie vraiment que d'avoir un matériel séparé pour traiter le sarrasin et le froment. Donc 2, je pense que ce sera déjà pas mal. Alors, nous étions tout à l'heure dans un festival donc en Bretagne. Maintenant, nous allons faire juste quelques kilomètres. Pas besoin d'aller bien loin pour se retrouver dans une crêperie. Et cette crêperie, bien sûr, va, je l'espère, une crêperie traditionnelle, elle va faire un certain nombre de garnitures maison. Un chocolat maison, pour éviter une pâte à tartiner industrielle très célèbre. Mais elle va aussi faire du caramel beurre salé, elle va certainement faire des confitures de fraises, par exemple, parce qu'on a Plougastel. La question que je vous pose, et qui est vraiment une question essentielle à laquelle on a du mal, nous, professionnels, à trouver une réponse. Donc j'ai le droit, effectivement, de faire ces préparations maison. Combien de temps je peux les garder? Et si jamais je les mets dans des bocaux pour les vendre aux clients, à emporter,
ils vous gardent un petit souvenir de leur passage, ils emmènent un pot de caramel au beurre salé. Quelles sont les règles pour faire ces préparations et quelles sont les dates que j'indique? Donc première question, est-ce que déjà je peux le faire pour le restaurant et si oui, je garde combien de temps? Pour le restaurant, tout ce qui est fabrication, dans la réglementation, ça sera toujours 72 heures maximum. Après, il faut, comme on l'a dit pour d'autres sujets, il faut forcément faire des analyses supplémentaires pour voir si on peut les garder plus longtemps en interne. Ça, c'est vraiment quand on garde pour après faire la crêpe. Donc, c'est 72 heures. Et si par exemple, c'est vrai qu'une confiture faite maison, un chocolat maison, il y a moins de risques si c'est quelque chose à base de viande ou d'œufs. Donc, ça va se conserver déjà au moins une semaine, ça peut se conserver facilement. Mais il faudra quand même faire des analyses pour prouver que le process et qu'il n'y a pas de souci, fonctionne. Enfin, donc, sans analyse, c'est 72 heures. Exactement. Ok. Donc, même si, alors, quand on fait du caramel, il n'y a pas de souci. Quand on fait de la confiture, moi, ça me ferait un peu mal au cœur de la jeter au bout de 72 heures. Mais il faudrait que je fasse des analyses pour prouver que je peux la conserver plus longtemps par rapport à mon équipement, par rapport au protocole de réalisation de la confiture. Ça, c'est très intéressant. Donc, 72 heures lorsqu'on prépare des garnitures pour le restaurant. C'est ça. Ensuite, je mets ça dans un petit pot, je le vends. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, pareil, du coup, en fait, il va falloir faire des analyses pour valider déjà que la fabrication, il n'y a pas de souci, et la durée de vie. Donc après, on peut partir sur un mois, quand on fait la confiture ou du caramel. Il faut faire analyser le produit, donc on fait une analyse. Non, en moyenne, c'est 6 échantillons du même lot. C'est important du même lot, en fait, on a besoin d'un échantillonnage pour vérifier que c'est pas le seul produit qu'on a pris qui était bon, qui a vraiment. D'accord. Donc on en fait analyser à réception, et après on fait analyser 5 autres à 1 mois, par exemple, si on choisit la durée de vie d'1 mois. Et si c'est bon, là on peut vendre le produit en mettant la durée de vie pour le client. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Donc on a le droit, mais bien sûr, sous réserve d'effectuer des analyses dans un laboratoire. Exactement. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut coûter? Alors, généralement, ça, on appelle ça un test de vieillissement. Chez nous, en tout cas, c'est 250 € hors taxe. D'accord, donc ça coûte 250 € et 6 pots de confiture. Exactement. Pour simplifier. Et on ne les mange pas. C'est dommage. Ça veut dire qu'après, ils sont vraiment jetés. Oui. C'est dommage. Donc, il y a différents tests ou il y a un seul test? Est-ce qu'on peut se tromper? On contacte un laboratoire, on contacte un cabinet de conseil comme vous? Comment ça marche? Oui, alors après, vous contactez le laboratoire. De toute manière, ils vont vous poser des questions pour cibler vraiment la demande et le besoin. Parce que vous avez plusieurs méthodes. Si c'est vraiment une fabrication et que vous mettez dans le pot, effectivement, on va faire juste un test de vieillissement. Mais par contre, si ça passe par une autoclave, que c'est dans un bocal bien stérilisé, là, en plus d'un test de vieillissement, il faut faire aussi un test de stabilité qui permet de voir que dans le temps, le produit est stable, qu'on n'a pas le pot, peut-être l'opercule qui condule, qu'on vérifie le pH. Le pH, ça va donner une indication sur la contamination bactérienne. Donc, on a plusieurs tests et ça va être forcément selon votre process. On ne pourra pas évaluer là en amont comme ça. On va d'abord vous poser des questions, vous procédez comment, et à partir de là, on va répondre à vos besoins. Y a-t-il des process qui sont interdits en crêperie? Des manières de fabriquer de la confiture, par exemple, qui sont prohibées? Alors après, c'est pas forcément prohibé parce que de toute manière, c'est le résultat qui est... Autant avant, on était vraiment dans le moyen, maintenant c'est le résultat. Donc autant avant, on vous aurait dit, oui, au four, par exemple, c'est interdit. Mais si vous faites une analyse et on voit que votre process est validé, vous pouvez. Il faut toujours en fait avoir une validation d'analyse. D'accord. Après, on préconise forcément autoclave parce que ça détruit les bactéries, c'est ce qui est beaucoup plus efficace. Mais dans ce cas-là, l'autoclave va vous permettre d'avoir une conservation beaucoup plus longue. Si vous faites juste au four, avec des analyses, on va vous conseiller peut-être de garder ça finalement que 1 mois, 2 mois, parce qu'il n'y a pas eu une totale destruction des bactéries. Puis c'est vrai que le four traditionnel n'aura pas d'enregistrement, un autoclave aura. Après, il y a des fours maintenant un peu plus sophistiqués où il y a des courbes temps-température qui permettent un enregistrement et un bon suivi. Donc ceux-là seront un peu plus, répondront un peu plus à la réglementation de la stérilisation que le four traditionnel de mamie, par exemple.
C'est excessivement intéressant. Là, je ne cache pas que ça, c'est des informations qui n'existent pas sur YouTube et je dirais même sur Internet. Moi, j'ai fait quelques recherches pour préparer notre rencontre. Je n'ai pas trouvé d'infos sur les spécificités de l'hygiène alimentaire en crêperie. On en a d'une manière générale, bien sûr, sur la restauration, les joints de porte, ce genre de choses, mais adapter et zoomer sur la crêperie, ce sont vraiment des informations qui sont très très précieuses et je vous remercie beaucoup du temps que vous avez consacré, également en préparation de votre côté. Peut-être une dernière question pour conclure. Quels sont de par votre expertise, puisque je rappelle que vous êtes dans l'audit, dans le conseil, vous allez accompagner des clients lorsqu'ils préparent des visites d'hygiène ou lorsqu'ils ont subi un contrôle qui n'est pas complètement positif, quels sont les conseils que vous pourriez donner à des crêpiers de votre expérience? Est-ce qu'il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, dont on n'a pas parlé, sur les ingrédients qui peuvent être éventuellement utilisés pour confectionner les pâtes, sur les garnitures, sur la manière de travailler, je sais pas, sur le soleil, sur la pâte, enfin vous savez, on est à l'air libre, est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit et qu'il serait important de préciser? Moi j'ai des observations, par exemple le suivi des garnitures mais non confectionnées par le restaurateur. D'accord. Souvent les confitures sont gardées à température ambiante. Sauf qu'il y a il y a des indications sur le pot et ça, il faut vraiment les suivre, à conserver au frigo 1 semaine après ouverture. Ça, les inspecteurs, en fait, ils font vraiment attention et du coup, il faut vraiment suivre ces indications. Ça peut paraître bête, mais il faut vraiment être vigilant là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est souvent l'erreur qu'on observe. C'est vraiment... Parce qu'après, ils conservent, ils font attention, mais c'est souvent ça, dès que c'est acheté, ils font pas attention à la durée de vie du produit, pensant que comme c'est de la confiture, ils peuvent y garder plus longtemps. Donc oui, c'est bien. C'est un point de vigilance. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de ces explications. Quant à vous, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. On risque de partir en Bretagne, je vous le dis, donc ça va être très sympathique. Et n'hésitez pas, je vous le dis rarement, mais n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est important pour la visibilité de la chaîne. Merci encore de nous avoir suivis et à très bientôt dans le monde magnifique et gourmand des crêpes et des galettes. Salut!